François Bon, les carnets. Alors là, on va s'installer pour 2 semaines dans une pause, mais je crois que j'aurais trop besoin. Je réfléchissais à essayer de faire autre chose, peut-être là, ces deux prochaines semaines, moi aussi, pour besoin là, de me poser, retrouver un peu là, les orientations. Et je me disais, qu'est-ce que ce serait bien, par exemple, de reprendre le vieil Edgar Poe, et là, sur 2 semaines, chaque jour, prendre une histoire. Et l'envie, elle est là, t'es tout heureux. Puis après, tu te dis, ah ouais, mais tu l'as déjà fait. T'avais fait ça il y a 3 ans. C'était aussi une période de Noël. Ce qui est bizarre avec ce truc de vidéo, c'est que te revient comme ça la même pulsion, le même souhait. Alors, peut-être que je ferai autre chose si je reparle d'Edgar Poe, puis probablement aussi... là, le dialogue qu'on a, nous, c'est pas le même dialogue, la même personne qu'il y a 3 ans. Puis je faisais pas ça comme ça. J'avais pas la liberté probablement que j'ai aujourd'hui. Bon, peut-être vous me direz votre avis. Je vais laisser ça mûrir pendant 2-3 jours. Et en même temps que je farfouillais, que je rangeais les bouquins, je suis tombé sur mes Gabriel Roy. Alors, Gabriel Roy, décédée en 1983, moi j'ai à peu près tout ce qui a été publié d'elle chez Boréal au Québec. Waouh, c'est long comme ça, mais Gabriel Roy. Et c'est une auteure, tu vois, quand tu portes des auteurs au cœur, comme ça grandit, ça devient plus grave, ça sédimente, ça se tranquillise aussi, ça s'organise là, dans la tête. Et pourtant, Gabriel Roy, comment tu la trouves? Bah ouais, au Québec, c'est Boréal, mais là, est-ce qu'elle est en Pléiade? Ah bah non. Et pourtant, est-ce qu'elle est en quarto? Est-ce qu'elle est en bouquin? Bah non, c'est pourtant une œuvre majeure. Alors, j'ai retrouvé aussi ce livre. Merci, c'est Bruno Lalonde à Montréal qui me l'avait envoyé parce que à ce moment-là, je me souviens que justement pour ce livre, Fragile lumière de la Terre. Non, mais quel titre! C'est des ensembles de portraits, de reportages. Pour gagner sa vie aussi, elle allait sur le terrain et elle fabriquait des histoires à partir là des gens qu'elle rencontrait, des jeunes femmes, des destins de femmes par exemple. Et elle avait toujours son appareil photo et quand ça paraissait dans la presse, c'était avec ses photos, son art du portrait. Et au Québec, ils n'ont jamais eu l'idée de reprendre ces photographies-là. Moi, j'avais vu ça justement l'année où on vivait à Québec, parce que la bibliothèque municipale, ah ouais, par contre, c'était super bien. Elle ouvrait le dimanche, elle ouvrait le soir jusqu'à 9h. Moi, c'était plutôt en fin de journée, l'avenir. Et il y avait elle s'appelle Gabriel Roy, il y a le fond Gabriel Roy. Pour y aller, je passais devant l'hôpital où était morte la pauvre Gabriel Roy. Et là, j'avais vu toutes ces images, ces portraits, et en échangeant donc avec Bruno, je lui disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une édition où on trouverait ces photos faites par Gabriel Roy? Et il m'avait envoyé ce livre, qui est un livre avec des images de Gabriel Roy. Il y en a quelques-unes de celles qu'elle a faites, paysages ou portraits, mais... c'est pas exactement ça que je voulais. Moi, c'était l'idée de dire, quand on est précurseur comme elle, qu'on va sur le terrain, et que sur le terrain, on emmène la caméra, comme après, dès qu'on revient, on écrit son texte et qu'on publie les deux ensemble, ça change, ça nous donne à lire, nous, sur notre propre approche du texte. Bon, mais je fais pas la fine bouche. Il y a des photos magnifiques, cette présence du clergé. C'est incroyable d'ailleurs comment ce clergé catholique peut être puissant encore là-bas au Québec. Elle, c'est sa plus jeune sœur qui une nouvelle complètement incroyable sur le viol ou les attouchements qu'elle subit là, de celui qui est le prêtre qui leur fait leur catéchisme. Et cette fille, ça finit par... C'est la démence et la mort, quoi, pour sa jeune sœur, Gabriel Roy. Bon, merci Bruno Lalonde, la voilà. Et on a... je suis content d'avoir ça. Dans ma bibliothèque, j'ai une part comme ça importante là, de livres qui sont ça, sur Faulkner, sur Carver,
Et cette question de l'image, on s'en débarrasse pas comme ça. Et Gabrielle Roy, c'est pas facile non plus parce qu'elle est née au Manitoba, elle est devenue institutrice. Vous vous souvenez, La petite poule d'eau, peut-être, vous avez lu ce livre aussi merveilleux. Et canadienne, non québécoise. Donc au Québec, ah ouais, maintenant, auteur officiel. Quand j'en parlais à mes étudiants à Montréal, tu voyais la tête qui s'allonge. Ah, Gabrielle Roy. Bah ouais, mais moi, c'était une découverte. Bon, elle publie donc ce premier livre, Bonheur d'occasion, en 1945. Donc elle a 35-36 ans, une maturité déjà de la vie. Et ce livre est traduit en France, c'est Grasset, et elle va avoir, figurez-vous, en 1947, le prix Femina. Alors quand elle arrive à Paris, elle ne le sait pas encore. Et là, il y a ce petit texte. Alors, c'est marrant, je me marrais tout seul tout à l'heure. Alors, il n'est pas long. Je me suis dit, bon, vous écoutez ce que vous voulez, vous zappez, mais moi, il y avait l'envie de se le lire, ce texte. Ce truc des prix, là, justement, en ce moment, tu sais, la rentrée littéraire, oh là là, c'est loin, c'était il y a 2 mois et demi, hop là, fini. Oh, pilons tous les bouquins. Les prix, vous vous en souvenez des prix? Oh, on s'en souvient plus. Qu'est-ce que ça peut faire? Gabrielle Roy, 1947. Nous étions à Paris depuis 4 ou 5 jours, mon mari et moi, en ce début froid et pluvieux de novembre 1947, dans un hôtel à peine chauffé, préoccupé par les difficultés avec les douanes, l'office d'échange, pas le moins du monde acclimaté, lorsque de chez mon éditeur, on m'appela au téléphone. Bonheur d'occasion venait d'y être publié. La veille, en passant sous les arcades de l'Odéon, mon mari et moi avions en coupable regardé mon livre à l'étalage. C'est déjà gênant pour un auteur de regarder ses propres livres en vitrine, mais de plus, à cette époque, Paris, la nuit, à peine éclairée, avait un air un peu moyenâgeux, un peu inquiétant. Les passants prenaient une allure plus ou moins suspecte. « Allô, allô » me disait-on au téléphone. « Enfin, chère madame, vous voilà donc à Paris, quel bonheur ! Mais pourquoi ne pas nous avoir annoncé votre arrivée? Nous aurions été si heureux d'aller vous accueillir à Orly. » C'est que, je dis, nous sommes arrivés à bord d'un cargo par Anvers. Mais c'est très mal de ne pas nous avoir fait signe dès en mettant pied à Paris. Et la voix me demanda si elle pouvait passer prendre de mes nouvelles. Peu après, arriva le directeur littéraire de la Maison. Gabrielle Roy laisse Maison avec un M majuscule. C'est un homme que j'imaginerais très à l'aise au grand siècle, poli comme on ne l'est plus. Par ailleurs, jusqu'à la mort, déterminé à parvenir à ses fins. Plus tard, quand il cessa de vouloir plier ma volonté à la sienne, nous sommes devenus d'excellents amis. Mais qui l'eût cru possible à notre première rencontre ? Après quelques échanges de politesse, « Ah, le Canada, ce cher pays que nous ne connaissons pas assez, que nous aimerions tant connaître davantage. » Et de mon côté, « Ah, la France, le bonheur d'y revenir. » Après ces politesses d'usage, le directeur littéraire en vint au sujet qui l'amenait. Vous n'ignorez peut-être pas, me dit-il, que le jury du prix Femina songe sérieusement à vous. Mais oui, la sympathie de cette dame vous est acquise. Le Canada, ce cher pays. Puis il me regarda avec dans les yeux une terrible résolution. Il laissa entendre que l'affaire serait en meilleure passe si je voulais faire quelques visites. Des visites? Mais pourquoi ferais-je des visites à des dames que je ne connais pas? Justement, pour qu'elles vous connaissent. Vous ne trouvez pas, lui dis-je, que des visites en ce moment auraient l'air très intéressées? Pas du tout. Qu'allez-vous chercher là? Le directeur littéraire me sembla perdre alors beaucoup de son air affable. Sans doute devait-il se demander si j'ignorais ou faisais semblant d'ignorer les batailles en règle que se livrent chaque année les maisons d'édition parisiennes autour des prix littéraires. Il eut recours aux grands moyens.
Vous n'êtes plus tout à fait seul en cause. Parmi nous, en ce moment, n'êtes-vous pas en quelque sorte le Canada ? Certainement. Comment je représentais maintenant le Canada, j'en éprouvais un poids sur les épaules, une émotion, un choc au cœur dont je pensais ne jamais me relever. Pourtant, après quelques instants de réflexion, je tirais avantage de la situation. Eh bien, si je suis le Canada, raison de plus pour ne pas aller de porte en porte. Le Canada, mon pays, dis-je fièrement, ne fait pas de visite de sollicitation. Mais non, mais non, mais non, bien sûr, me dit cet homme implacable, que vous me comprenez mal. Ce serait si gentil que, débarquant en France, vous alliez serrer la main de ces dames. Je veux bien leur serrer la main, si je les rencontre par hasard. Et d'abord ai-je demandé, ce prix féminin, est-ce pour un livre ou pour la gentillesse ? Notre visiteur daigna sourire. Que vous êtes susceptibles, vous autres, les Canadiens. Tout aussitôt, d'ailleurs, il m'assura que j'étais française, oui, 100% française, que cela se voyait dans toute ma personne, et que pour cette raison, parce que j'étais française, je ne pouvais manquer d'avoir le prix. Ces dames sont déjà si bien disposées à votre égard, me dit-il. Cependant, votre existence leur paraît incertaine. Qui est cet auteur canadien, se demande-t-on en ce moment à Paris. Est-ce bien une personne réelle? N'est-ce pas plutôt un mythe? Eh bien, mettons que je sois un mythe, dis-je, et faisons la paix. Quelques jours plus tard, nous devions déjeuner chez le directeur littéraire, dans son hôtel de la rue du Cherche-Midi. Déjeuner intime, destiné à nous mieux connaître, à nous mieux aimer tous les trois, nous avait bien spécifié monsieur le directeur. Or, il s'y trouva une quatrième personne, comme par hasard, du jury du prix féminin, une des plus attachantes du reste, Judith Cladel, fille du critique littéraire, lequel fut un grand ami de Baudelaire. Elle-même, qui fut très liée d'amitié avec Rodin et avec Mayol. Vous allez voir là, les emboîtements de temps, c'est fascinant. Et elle auteure de très beaux livres sur ces deux sculpteurs et fut l'inspiratrice du musée Rodin à Paris. Avant de passer à table, mon mari me souffla de tâcher de pousser Judith Cladel à nous relater ses souvenirs personnels au sujet de ses célèbres amis. Et je l'aurais bien voulu, mais notre hôte entendait me faire briller. Il me posait des questions sur le Canada, et à tout ce que je répondais. Oui, qu'il y faisait froid. Oui, qu'il y avait beaucoup de neige par chez nous. Il s'écriait « N'est-ce pas ce que c'est charmant, ce que nous raconte notre canadienne ?» J'aurais bien voulu me cacher quelque part. Judith Cladel m'observait de ses yeux fins et intelligents. Elle eut la bonté, la délicatesse de nous tirer d'embarras. « J'aime votre livre, dit-elle, et pas seulement parce qu'il est canadien. Je penche pour lui, mais j'aime aussi beaucoup L'aventure sans retour. » Ah oui, de Jean Fouéga. Ça, je n'ai jamais entendu parler, totalement oublié. Je venais de le lire, le trouvais fort beau. C'est la vie romancée d'un explorateur cher à mon cœur, cet intrépide petit capitaine Scott qui s'en fut mourir au pôle Sud pour la gloire d'y planter le drapeau britannique. L'auteur, ce Jean Fouéga, me dit Judith Cladel, est quelqu'un de bien sympathique, un marin. En ce moment même, il vogue, peut-être vers le cap de Bonne-Espérance. Je relevai la tête vivement, je ressentis l'injustice que nous étions en train de commettre envers ce fier marin si loin des salons, tout autant que son livre, sa noble indépendance, était digne de mériter le prix. Le cap de Bonne-Espérance, ah, Madame Cladel, donnez-le-lui ce prix, restez-lui fidèle. Ah, je ne puis me décider aussi facilement, dit-elle. Notre hôte n'aimait pas, mais pas du tout, la tournure de nos propos. Il dit en faisant la moue « Ce Jean Fouéga, est-ce vraiment si intéressant ?» Son éditeur à lui le pense, fit Madame Cladel. Tout de même, ce déjeuner en compagnie de Judith Cladel porta un coup de mort à la rumeur que je n'étais qu'un mythe. Les journaux commencèrent à annoncer mon existence. Tous les jours, au bout du fil, j'étais mise au courant des développements de l'affaire. « Allô, allô, comment allez-vous, chère madame ? Comment ? Enrhumée ? Mais il faut vous mettre au lit, immédiatement !» J'y étais.
dans notre hôtel glacial. Pour ne pas geler vive, je n'avais rien trouvé de mieux que de me mettre au lit et de rester sous une pile de couvertures. « Il faut vous soigner », m'enjoignit sévèrement la voix aimable. « Je vais vous envoyer le professeur Untel. Mais si, mais si !» Et ce chapitre de ma santé réglé, repoussé, enfoui, la voix se faisait grave comme pour me communiquer un secret d'État. « Madame une telle est douteuse. » Ah, par ailleurs, Judith Cladel est de plus en plus ébranlée. Ah, pauvre Jean Fouéga, pensais-je, nous lui avons joué dans le dos. Si jamais je le rencontre, je lui demanderai pardon. La duchesse de la Rochefoucauld marche. Ah, elle marche. Mais à peine soulevé de terre, on me laissait retomber. Il y a le livre d'Emmanuel Robles qui gagne du terrain. Ah, ce Robles, toujours dans notre chemin. Si bien, ignoré la veille encore, à Paris, j'étais en train de diviser, de scinder la ville en deux factions. Le clan des « il faut à tout prix couronner le Canada » et l'autre clan, aussi monté, celui des « n'avons-nous pas assez d'auteurs français de chez nous sans aller importer des prix féminins canadiens ?» Cependant, en ces jours de célébrité, nous mourions doucement de faim, mon mari et moi. Le rationnement était alors sévère à Paris. Nous n'avions pas encore trouvé le chemin de ces bons petits restaurants où on pouvait, bien que non inscrit au menu, commander un beefsteak. Du reste, promus en quelque sorte représentants du Canada, nous mettions notre orgueil à n'échanger nos dollars qu'au marché officiel, et le moindre repas de soupe claire et de pain jaune nous coûtait déjà les yeux de la tête. On est en 1947. Bref, nous maigrissions, nous dépérissions. Au bout du fil, « Allô, allô !» On me disait que l'on ne me trouvait pas bonne mine. On m'invitait à survivre, du moins jusqu'à l'attribution du prix. La duchesse penchait de mieux en mieux. Par ailleurs, une de ces dames qui, dès le début, m'avait été acquise, se dérobait. Elle avait trouvé un meilleur livre à ce qu'elle prétendait, et au téléphone, on m'engageait à ne pas m'endormir tout à fait encore dans la confiance. Or, voici qu'il se produisait en moi quelque chose d'affreux. Ce prix, jusque-là, je l'avais souhaité modérément, de manière raisonnable. Mais on m'avait tellement monté, puis fait descendre, puis remonter, que j'en vins à le vouloir de toutes mes forces. J'y tenais à présent comme à la vie. Que dire, la vie, j'y tenais comme à l'honneur, non seulement comme à mon honneur, mais encore à l'honneur du Canada. Sans lui, nous étions déshonorés tous deux. Ne l'obtenant pas, oserais-je me montrer encore? Oserais-je jamais revenir dans mon pays? J'entrevoyais une existence en exil, errante, comme Job, n'ayant même pas une pierre sur laquelle poser ma tête. Était-ce donc là à quoi menait le désir d'écrire? Pendant ces journées, la comtesse de Pange, présidente du prix Femina, était ma meilleure alliée, mon soutien principal. Cette intrépide, cette bouillonnante et cette fougueuse parcourait Paris, ferraillait pour mon compte au faubourg Saint-Honoré, au faubourg Saint-Germain. Elle attaquait les mous, elle enfonçait les récalcitrants, elle secouait les indifférents. Il y a assez longtemps, disait-elle, que nous parlions de liens, d'amitié, de fraternité avec nos parents du Canada français. Il est temps de passer aux actes. Sur les barricades était également monté le premier lieutenant de la comtesse de Pange, la brave madame Octave Mirbeau. Vous vous souvenez, Octave Mirbeau, la mort de Balzac, et puis cette traversée Paris-Amsterdam en 1908 avec cette voiture, la 672B quelque chose. Quelqu'un, Mirbeau, mais socialement aussi. Travaille sur la femme de chambre. Une petite femme dont l'allure guerrière me faisait l'appeler Madame Mirabeau, et pas Mirbeau, la très vieille Madame Saint-René Taillandier, qui ne bougeait guère de chez elle, nous avait assuré de son vote, en souvenir d'un lointain voyage au Canada où elle était venue, avec quelques autres, planter une croix sur la pointe de Gaspé. Dans tout cela, mon livre avait l'air de compter bien peu. Un jour, en parcourant un journal, mes yeux découvrirent la manchette suivante. « Le poulain de la comtesse de Pange ».
Tiens donc, la comtesse de Pange, mon amie, a aussi une écurie de course, et aussitôt je découvris que le poulain, c'était moi. Quelque temps encore, les manchettes me donnèrent la première place. La Canadienne en tête. Hélas, le lendemain, Emmanuel Robles me dépassait du nez. Je revins en première place, je retournai en deuxième, en troisième. Que faisaient donc tout ce temps mes braves alliés? On le comprend, ces émotions usent, tantôt affaissées, tantôt regonflées. J'accueillais des désirs de fuite. Je rêvais moi aussi d'une cabane au Canada. Et tous les jours, allô, allô, on jetait de l'huile sur le feu. Cette Madame X vous fait une lutte déloyale, allant jusqu'à prétendre que nous avons assez d'auteurs français sans aller prendre chez vous des Canadiens. Au fond, c'est un peu vrai, répondis-je. Allons donc, un auteur comme vous. Certains entrefilets de journaux donnèrent pire à entendre. Ils donnèrent à entendre que la France, ayant un grand besoin de blé, et le Canada, comme chacun sait, beaucoup de blé dans ses greniers à vendre ou même à donner, la présence à Paris d'un auteur canadien au moment du féminin s'expliquait tout naturellement, n'est-ce pas ? Grand Dieu, quelle importance allait-on m'accorder ? Tout aimé que j'ai jamais pu me croire du gouvernement canadien, certes, ce ne le fut pas assez pour obtenir de lui, afin de les donner à qui je voudrais, quelques milliers de tonnes de blé, même si je suis né dans les plaines de l'Ouest. Du reste, si le gouvernement canadien entendit jamais parler de moi, je ne serais pas surprise que ce fût précisément lorsque mon nom rebondit à Paris. Tiens donc, a dû se dire alors le gouvernement canadien, c'est à nous cet auteur à propos duquel à Paris on se chamaille. Et puis la voix au téléphone me porta le dernier coup. Jusque-là, elle m'avait laissé entendre que j'aurais ou que je n'aurais pas le prix. Dès lors, toute l'affaire mourait de sa belle mort. Mais voici qu'impérieuse et suave, elle m'apprit que si je décrochais le prix, j'aurais, n'est-ce pas, la moindre des choses, à aller le chercher en personne. « Ne sait-on pas où je suis ?» demandai-je dans un soupir. « Ne pourrait-on pas vous le confier et vous me le passeriez de la main à la main ?» La voix au bout du fil daigna sourire. « Ce n'est pas tout à fait ainsi que se font les choses à Paris. Ne trouvez-vous pas qu'il serait poli d'aller vous-même remercier ces dames ?» Mais si c'était le beau marin de Judith Cladel, en route pour Bonne-Espérance, la voix me gronda. Que vous êtes amusante, ces Canadiens. Mais dans votre cas, il y a un peu de votre pays qui se trouve honoré en quelque sorte en votre personne. Il est vrai, le Canada ne pouvait manquer d'aller en personne remercier la France. Je me mis à préparer, à polir quelques phrases. Est-il rien de plus cruel que d'avoir à fignoler un discours de remerciement que l'on n'aura peut-être pas à prononcer ? De plus, il n'est pas facile de se mettre à penser comme si on était un pays. Je demandai à mon mari de m'aider. Il prit un grand visage triste. « Que veux-tu que je te dise ? Dis-leur que t'es contente, que t'es ravie, que tu n'en reviens pas. » Cependant, je ne préparais pas autrement mon jour de triomphe. Je ne me suis jamais du reste préparé aux veilles des grands jours, peut-être parce qu'à bout de réflexes, peut-être pour ne pas me mettre le destin à dos, qui sait. En tout cas, je n'allais ni me faire coiffer, ni m'acheter un chapeau, encore que j'en eusse eu le plus grand besoin, n'ayant pour me mettre sur la tête qu'une pauvre petite chose faite pour me protéger des grands vents du Nord plutôt que pour me donner allure et courage. Enfin se leva le jour terrible. Il en était temps. À force de marcher d'un mur à l'autre, mon mari achevait d'user le tapis de l'hôtel. À l'issue d'un déjeuner réunissant ces dames du féminin, elle devait voter. Aussitôt connu, s'il m'était favorable, le résultat nous serait communiqué. On nous avait dit, sans doute vers 2 heures. Le coup de 2 heures sonna. Mon mari suspendit ses allées-venues d'ours polaires en cage. Nous nous sommes regardés. J'ai dit faiblement, « Nous ne l'avons pas », pour lui faire porter une part de la défaite. « Attendons 3 minutes encore, me dit-il. À 2h04, je dis « Retournons au Canada, nous irons dans le Grand Nord, élever des animaux à fourrure. » À 2h07,
La sonnerie du téléphone retentit. Mon mari bondit sur l'appareil. Je l'entendis d'une voix sans timbre, mourante, qui disait comme pour acquiescer à la fatalité. « Oui, oui, oui. » Je pensais, il reçoit des condoléances. Il raccrocha. Il me dit, d'une voix cette fois accablée. « Tu l'as. » Mes éditeurs fonçaient déjà à travers Paris pour venir nous chercher. Ils arrivèrent presque immédiatement. Mon mari me mit sur la tête mon chapeau qui me descendait jusqu'aux oreilles. Puis il sortit comme un fou. Il courut chez le fleuriste à côté, revint chargé d'un énorme pot d'azalées fleuries qu'il me posa sur les bras. Mon éditeur m'en délivra. Le directeur littéraire me saisit par la main. Je courus avec eux. Nous étions en auto. Nous traversions Paris comme des gens qui ont le feu derrière eux. Au cercle interallié, derrière de grandes portes fermées, venait un bourdonnement de voix humaines, quelque chose comme le grondement de la mer. Les portes s'ouvrirent, le grondement déferla, la foule m'engloutit. J'étais entré dans mon vieux petit manteau de rat musqué qui avait bien 8 ans de service. J'entendis sur mon passage des cris d'envie, presque de révolte. « Vous avez vu ça? Ces fourrures du Canada? Des visons !» J'enlevai ce traître manteau. J'arrivai à la table des juges. Ils se jetèrent sur moi pour m'embrasser. Je passai de bras en bras, de poitrine en poitrine. La duchesse de la Rochefoucauld m'enserra. Également Rosemonde Gérard, plus jeune que jamais, et que Dieu sait pourquoi, je croyais morte. Madame Fernand Gregg me fit éternuer en me chatouillant la joue de l'extraordinaire plume qui ornait son chapeau. Madame Mirbeau me donna l'accolade. La comtesse de Pange me secoua violemment. Elle exultait « Vive la France! Vive le Canada !» Pendant tout ce temps, on me photographiait. Une de ces dames, je ne sais plus laquelle, charitablement me dit « Mon pauvre petit, enlevez donc votre chapeau !» Je l'enlevai. Mon visage apparut. Les photographes bonnes âmes, elles aussi, recommencèrent à me photographier. Et pour que tout fasse plus naturel, les juges et moi recommençâmes à nous embrasser. Puis des micros se mirent à me passer sous le nez. Paris Soir était là, Paris Presse était là. Combat, Carrefour, Le Figaro, l'Humanité, l'Aube. On me demanda « Quelles sont vos impressions de Paris ? Aimez-vous la France ? À quel âge avez-vous commencé d'écrire ? Êtes-vous contente ? Prenez-vous vos personnages dans la vie ou dans votre tête ? » Mon mari, pendant cette heure cruelle, m'avait assez lâchement abandonné. Il se promenait parmi la foule jacassante, en plongeant l'oreille à gauche, à droite. Il recueillit bien des réflexions qui ne nous étaient pas destinées. Je vous le dis, affirmait de moi une grande bringue. Elle est née dans une cabane de bûcheron aux confins du cercle polaire. Elle a serré les mâchoires. Elle a décidé de bien faire des choses. Et aujourd'hui, elle a réalisé les 3 souhaits de sa vie, venir en France, être éditée à Paris, avoir le prix Femina. Une autre, avec plus de conviction encore, disait de moi « Oh, mais c'est une âme !» Une autre encore, « Vous savez, elle n'est pas plus canadienne que moi. Non, c'est une Française déguisée en canadienne. Mais oui !» N'était-il pas entendu cette année que le Canada aurait le prix? Alors, un truc de publicité? Est-ce possible? Eh oui, vous voyez bien, du reste, elle a l'accent de Bordeaux. Enfin, mon directeur littéraire réussit à me soustraire aux griffes du monde et des journalistes. Dans la rue, chancelante, à moitié morte, je cherchais pour m'y accrocher quelques souvenirs humains, gentils dans toute cette aventure. Madame L, dis-je à monsieur le directeur, fut bien charmante. Elle a voulu être photographiée me tenant par la main, et à y bien penser, c'est elle, je crois, qui m'a prié d'enlever mon chapeau. Madame L, dit-il, retroussant la lèvre et jetant des regards rancuniers, ne vous y fiez pas, elle n'a même pas voté pour vous. Juste ciel, mais elle m'a embrassé. À côté de moi, le directeur littéraire continuait à ronchonner. Une vilaine femme, pas de sentiment, du reste aucun goût. Je regardais mon compagnon avec stupeur. Était-ce possible? Il était devenu mon ami. En tout cas, mes ennemis étaient les siens. Gardez la tête haute, m'encourageait-il. Vous le pouvez, vous voilà millionnaire. Millionnaire? Je cherchais l'appui d'un mur. Je me sentais mourir.
Mon mari, qui nous suivait à petite distance, nous rejoignait. « Relève-toi, dit-il, tu n'es pas millionnaire de dollars, de francs seulement. » Dans la rue, sous l'œil des gendarmes, nous nous sommes livrés à des calculs. Je divise, je multiplie, je soustrais. Tout de même, il me restait de quoi faire quelques petites folies, à commencer par un bon repas en mon honneur. Hélas, mon féminin m'avait ruiné l'estomac. Je festoyais d'un quart de Vichy et d'une biscotte. Mais le plus cuisant de ma victoire, ce fut de me souvenir tout à coup que nulle part, durant mon heure d'apothéose, je n'avais trouvé à loger les quelques belles phrases préparées pour dire à la France, avec émotion, combien moi, le Canada, je la remerciais. Petit à petit, je revins de mon féminin comme de longue et périlleuse maladie. J'eus à me dépouiller de ressentiments, de fiel, d'orgueil, d'ambition démesurée, sentiments contestables chez qui professent de se mettre à l'écoute du cœur humain et de la vie quotidienne pour en saisir le son juste. Revinrent enfin le calme, la quiétude, l'attention accordée aux autres plus qu'à soi. Puis vint le bonheur d'exister, tout simplement, tout humblement, auprès du chaleureux peuple de Paris. Puis vint le printemps, le parfum des marronniers dans le jardin des Tuileries, la couleur du ciel au-dessus de la Seine. Vint l'amour, libre, timide, de mon cœur pour Paris, et je fus émerveillé de ce qu'un jour il m'eût presque donné le sien. Bien sûr, depuis belle lurette, il m'avait complètement oublié. Mais de quoi me plaindre? N'avais-je pas à tout prendre, occuper l'attention des Français presque aussi longtemps que certains de leurs ministres? Je commençais à être heureuse. J'allais être heureuse lorsque, un jour, au bout du fil, « Allô? Allô? À quand, chère madame, le prochain livre ?» Alors, pour vous rassurer, ce texte-là, « Comment j'ai reçu le féminin », est évidemment tout à fait un apax, c'est totalement incongru dans si belle langue, cette humanité que lève toute son œuvre, Gabriel Roy. Mais bon, tout à l'heure je suis retombé dessus, donc voilà, c'est les carnets.